Aujourd'hui, c'est le seum et c'est la fatigue. C'est le chagrin aussi. On va essayer d'en faire quelque chose. Alors, mes voisins écoutent de la musique autour de leur piscine. Je suis pas dans la piscine, mais j'entends la musique. On espère que vous ne l'entendrez pas trop. De toute façon, le son est pourri, la lumière est dégueu. Mais j'ai allumé la lumière, on m'a dit que c'était trop sombre. Effort maximal, je vais pas aller plus loin. Et c'est un peu le thème de la vidéo. Non pas mes propres vidéos ni mes voisins. Non pas le seum, si un peu le seum, non pas le chagrin. Je vais pas reparler de mon père, là c'est une phase down et puis ça va passer, je sais que ça va passer. Mais de cette phase où j'en suis, au niveau du sexisme et du féminisme et du virilisme, qui m'amène à vouloir, c'est un billet que j'avais écrit quelques jours avant la mort de mon père. Je suis désolée, hein, il y en a un avant et un après la mort de mon père, hein, c'est comme la naissance de Jésus-Christ évidemment. La voie, la vie, la vérité, bon. C'est quand même un repère temporel assez marquant pour cet été. À savoir pour un bon gros féminisme. Avec évidemment ce jeu de mots entre féminisme et flemme. Même pas comme la chanson de Java, là, et Dieu créa la flemme, je la trouve marrante. Ouais, c'est marrant. Ça pourrait être dans les chansons potages dont je causais la semaine dernière, il y a 2 semaines, la semaine dernière, dans Personne ne m'aime, et ça irait pas mal non plus avec un autre groupe auquel je pensais plus, et que j'ai réentendu ces derniers jours, les Wiggles. Voilà, qui est quand même dans cette tradition qui incorpore les frères Jacques, etc. Bon, c'est... voilà. Pour un bon gros féminisme, alors il y a tout ce paradoxe de est-ce que je vais faire une vidéo alors que j'ai la flemme. Bon, concrètement, je me suis pas levée du bon pied parce que je me suis pas levée à l'heure que j'aurais voulu, je me suis réveillée à 7h en pleurant, donc bon. Ça, c'est les journées qui commencent super, et puis on est samedi, donc c'est demain dimanche, donc je tourne quand même, alors que j'ai pris un train, alors que j'ai corrigé un chapitre de ma thèse, alors c'est parce que ma thèse elle est finie, mais maintenant je vais la publier, donc c'est chouette, mais le boulot c'est flemme. Flemme et surtout fatigue, mais en fait cette fatigue, bon évidemment que là en ce moment cette fatigue est liée au deuil, mais c'est quelque chose de plus large et qui vient du fait que je prends de l'âge, et surtout que le réel c'est quand ça cogne, ça c'est Lacan. Et moi, je dirais que le réel, c'est aussi quand on se fait cogner, réellement ou métaphoriquement. Alors, vous vous en souvenez probablement, tout le monde n'a pas dû la voir parce qu'elle n'est pas facile à voir et je la conseillerais pas à tout le monde. Le 6 juillet, j'ai posté une vidéo. Alors, je l'ai fait dans la nuit parce que c'était une date anniversaire, mais aussi parce que ça me permettait de carter ça, de décès de mon père et de vivre un peu autre chose parce que mes réseaux sociaux, ça a été un peu compliqué à cette période. Et en même temps, je m'en fichais. C'est le détachement. Complet. Il n'y a plus grand chose qui compte, et pour le coup je pense que cette flemme que j'avais avant, et qui vient de pas mal de choses, dont évidemment la maladie et l'attente de la mort de mon père, hein, mais aussi parce que mon père était un homme, mais il y a quelque chose qui se passe où, dans cette question du féminisme, j'ai même pas relu mon billet, mais je vais le mettre en description, comme ça vous me ferez des stats. Puis je sais pas, moi quand j'écris des trucs c'est parce que j'y crois. J'y crois au moins au moment où je l'écris, donc ça fait archive. Je l'ai pas inventé apparemment, féminisme. Alors déjà, moi, je le dois à mon amie Laura Carpentier-Goffre, qui est une femme absolument brillante. Et puis on a bien rigolé, c'était cool. Je crois que c'était le 4 ou le 5 juillet. Mais il y a... Bon, apparemment, ça existait avant, comme la plupart des grandes idées, mais c'est pas grave. On est au-delà du mouvement perpétuel, on est dans la flemme. Et c'est peut-être la grande fatigue de Nietzsche, la flemme. J'avais fait une vidéo sur la lectrice est fatiguée, mais là, bon, c'est un état quand même d'épuisement prédépressif. Peut-être le mien actuellement, j'en sais rien. Mais il y a quand même cette question, et j'en parlais aussi dans la vidéo Acide Lucide. Et je sais pas, je l'ai pas réécoute. De toute façon, je me réécoute jamais, même avant de publier. Très très rarement, en tout cas. Parce que finalement, avoir parlé me suffit souvent pour avoir pris des notes, parce que si j'oublie, j'ai la flemme et je m'en fiche. Mais je pense qu'à un moment, je me réécouterai pour certaines choses, même si c'est pénible de se réécouter. Mais il y a... ça va être le bordel hein, aujourd'hui. Voilà, de toute façon, on va voir jusqu'où ça peut tenir. Je pense que c'est quand même des trucs qui m'intéressent pas mal ces derniers temps.
C'est peut-être la grande fatigue de Nietzsche, j'en sais rien, parce que Nietzsche, c'est pas quelqu'un qui m'a beaucoup intéressé, donc je l'ai pas beaucoup lu. Concrètement, les gens autour de moi qui ont été fans de Nietzsche m'ont pas donné envie de le lire. Je sais pas comment le dire de façon plus aimable, mais ouais, je fonctionne quand même pas mal à la sympathie des gens. Et là, bon, ben, je vois pas en quoi le type qui m'a tapé sur la gueule a pu me donner envie de lire Nietzsche, par exemple, vous voyez. Ça- je sais pas, c'est vraiment des questions complexes parce que là, cette année, on va dire un an et demi, là, je sais plus les dates. Bon, il y a eu une espèce de rentrée littéraire, ultra virulente. Mon Dieu, c'est la cancel culture. C'est très compliqué la cancel culture, donc je vais pas parler de cette expression, mais c'est plutôt une expression utilisée par l'extrême droite pour discréditer la gauche et des combats qu'on peut ramener à des combats identitaires, mais c'est une mauvaise façon de poser les choses. Ce sont des combats politiques, tout simplement. Enfin, je sais pas, moi, je pense pas que dire j'ai pas envie d'être violée ou tabassée dans ma vie, ou de pas avoir accès, les mêmes chances d'accès à l'emploi, aux conditions matérielles, à des moments où j'ai juste le droit de rien faire et de m'ennuyer, plutôt que de faire la vaisselle, ou je veux pas être obligée de faire des enfants si j'en ai pas envie, ou je veux pas qu'on m'empêche d'en avoir si j'en ai envie. J'ai pas tellement l'impression que ce soit un truc identitaire, vous voyez, enfin, où j'ai pas envie d'être tabassée dans la rue parce que je vais pas tenir la main de la bonne personne. Enfin, on peut un peu se réveiller quand même, c'est de la politique. C'est de la belle politique en plus. C'est s'agirait un peu d'élargir le sens de ce qu'est la politique et de ce qu'on peut appeler, je sais pas, dignité, humanité, droits humains plutôt que droits de l'homme. Et tout ça, c'est quand même un truc ouais, que je trouve assez. Voilà. Parfois, qui a pu me mettre très en colère. Peut toujours y avoir de la colère. Je me rends compte que cette colère, maintenant, c'est une impatience et c'est une lassitude. Et donc, ça peut aller vers de l'exaspération. Si on parle en émotion. Donc, ça, c'est voilà, des discussions que j'ai pu avoir de vive voix avec des gens que j'aime, même des hommes que j'aime profondément, etc. Mais sur oh là là, mais les hommes, c'est quand même pas facile, il faut aussi accueillir les papas dans les maternités. Évidemment qu'il faut accueillir les papas dans les maternités. Mais c'est pas. Enfin, là, je viens de relire un article, enfin de lire d'ailleurs, celui-là, je l'avais pas lu encore, sur oh, mais et les hommes, pourquoi quand on va parler de violences sexistes et sexuelles, toujours on va dire oh, mais oui, mais les hommes violés, on n'en parle jamais. Ben si, on en parle, mais quand on parle des hommes violés, on dit jamais oh là là, où sont les femmes. Ça, c'est que pour faire des chansons débiles en fait. Où sont les femmes. C'est jamais des questions réellement posées. Ou alors par effet de mode ces derniers temps. Alors que bah, il faut peut-être pas trop se demander où sont les femmes et laisser sa place aux femmes. C'est une possibilité, c'est quelque chose qu'on va commencer à et qu'on commence à réclamer avec beaucoup plus de lassitude, donc c'est-à-dire en étant vénère, quoi. Alice Coffin et Pauline Hermange ont toutes deux publié des livres qui ont provoqué bien des courroux. Le génie lesbien par Alice Coffin, Moi les hommes je les déteste. Je trouve le titre assez drôle. Je l'ai parcouru, lui, à moitié en diagonale. Je n'ai pas pris le temps de lire le livre d'Alice Coffin. C'est une lecture qui est prévue à un moment. Voilà, parce que bah, ça a été une année de féminisme. En fait, ça a été une année où j'ai été aidante toute l'année et donc bah, et où j'ai quand même poursuivi ma vie professionnelle et donc j'ai fait ce que j'ai pu au niveau de mes lectures. Et c'est compliqué par moments et où en même temps j'ai changé de sujet de recherche. Donc on va voir que tout se lit mais que la fatigue est bien là. Donc bah, j'ai été aidante évidemment de mon père qui était malade, ça je l'ai déjà dit. Ça c'est-à-dire que mon rythme de vie a été complètement haché et conditionné à celui de mon père. Donc moi, je me suis pas retrouvée à faire de ce qu'on appelle du nursing, hein, c'est-à-dire j'ai pas eu de toilette à faire ou des choses comme ça. Ce que des proches aidants, et souvent en fait des proches aidantes, hein, peuvent se trouver à faire, et ce sont des situations qui sont quand même plus difficiles. Mais, et puis bah, c'est ce qu'on fait pour les petits-enfants, pour les nourrissons, les bambins. Ce sont des vrais mots, hein, nourrissons, bambins, etc. Ce sont des stades d'un moment de non-autonomie des corps, quoi. Et c'est bien ce que j'ai pu voir, puisque je viens de passer quelques jours chez des amis qui ont un bébé adorable. Adorable. Mais c'est fatigant, les bébés. Et adorable. Et pourtant, on a vécu quand même une grande histoire de regard et de câlin avec ce bébé. Ah, parce que tout ça, c'est très compliqué.
Et en fait, j'ai vécu une expérience qui, anthropologiquement, ou pour bien des femmes, euh, bah, de mon âge, puisque j'ai 33 ans, 34 ans en novembre, se rapproche d'une expérience de maternité. C'est-à-dire que j'ai fait passer mon père avant moi, sauf que bah, mon père, c'était mon père, et que c'était pour la maladie. Ça peut être pour la vieillesse, mais mon père n'était pas vieux. Il avait 59 ans. Et il était en bonne santé avant d'être malade. Jusque-là, tout allait bien. Et, et voilà, et où j'ai, bah, je sais pas, je lui ai laissé ce qu'il voulait manger, je lui ai préparé ses repas, enfin voilà, j'ai conditionné mon emploi du temps au sien toute l'année, et ce n'était même pas son emploi du temps de personne en bonne santé, c'était un emploi du temps qui donc avait un rythme de journée, un rythme de semaine ou de 2 semaines, c'est-à-dire le rythme des chimios, qui se cumulait à un rythme professionnel parce il a arrêté de travailler que 5 jours avant de mourir. Je sais pas d'ailleurs si j'ai envie de faire ça moi de ma vie, hein, de travailler jusqu'à la mort. Enfin, plus ça va et plus je m'en fous. Et en même temps, je travaille. Voilà. Et ça a amené des choses assez lourdes chez moi qui suivaient en fait l'expérience du confinement. Où pendant le confinement, j'ai pu le dire, j'ai eu une espèce d'explosion de la performance de genre, si l'on peut dire. C'est-à-dire que vu que j'étais en fait profondément maltraitée par mon ex, et ça a été compliqué de m'en rendre compte et d'en tirer le bilan. Et vu que cette personne est éminemment méprisable, et je vais le dire droit dans les yeux, et à tous ces amis qui peuvent éventuellement regarder mes vidéos, écoutez-moi. C'est quelqu'un de profondément méprisable. Et les alliés qui veulent être féministes et qui peuvent demander à leurs copines, en plein confinement, qui travaillent, de disparaître, sont juste des personnes méprisables. Et les gens qui se démerdent pour se carapater au moment où les IRM ont des métastases sont des sous-merdes. Et je ne dirais pas autre chose que ça. Mon mépris est grand, ma colère aussi. Mais tout ça rentre dans ces expériences de la performance de genre. C'est-à-dire, je me suis remaquillée, je suis redevenue un peu coquette. Mais surtout, je me suis complètement effacée, je me suis soumise. Ma colère s'est neutralisée et j'ai fait des tartes, en gros, quoi, et des repas. Pour essayer d'être supportable aux yeux d'un abruti. Bon, c'était un peu bête de ma part, mais enfin, on survit comme on peut dans la situation dans laquelle on est. Et juste après, j'ai été aidante pour mon père pendant 1 an. Tout ça, ce sont des choses qui entrent en contradiction avec l'autonomie que je me construis depuis des années et qui passe par un travail assez acharné de construction de moi-même, de construction de mes projets de recherche et de justement construction d'un nouveau projet de recherche qui est fondé sur un corpus féministe, c'est-à-dire en fait 2 féministes du 19e siècle. C'est pour ça que je cause des Saint-Simoniennes et ce genre de trucs, parce qu'elles sont géniales, mais en fait au fur et à mesure des vidéos, parce que d'abord je les ai lues pour moi, puis après pour en parler en vidéo a été sympa, puis en fait maintenant c'est un projet que j'ai pu déposer au CNRS et pour lequel j'ai été auditionnée. Donc voilà, il y a quelque chose qui se met en place, et je sais que la vidéo m'aide à mettre ce quelque chose en place, tout comme à garder une autonomie dans ce genre de moment, quand même pas évident de cohabitation. Voilà. Et ces questions, c'est-à-dire que mon féminisme, qui est un vieux féminisme, je lis des textes féministes depuis que j'ai 15 ans, et je me déclare, je me comprends comme féministe, on va dire, depuis mes 22 ans. Quelque chose comme ça. À peu près, on va le dater de 2008-2009. Ma fréquentation des blogs féministes. Donc c'est pas venu tout de suite, ça vient pas tout de suite. Et je crois qu'il faut beaucoup de temps pour comprendre pourquoi une Solanas. Et pas juste... Oh là là, on pourrait avoir de la parité au CAC 40. Voilà. Pourquoi un féminisme plus radical et plus intransigeant? Et pourquoi j'ai pu dire dans ma vidéo avec Book and Chill, bah oui, soyons arrogants, tout ce genre de choses. Parce que ça vient de loin, en fait. Et si mon mal vient de plus loin, c'est que, en fait, tout ça se construit en même temps. Et au fur et à mesure que cela se construit, se professionnalise. Mais là, cette professionnalisation, c'est aussi un moment, je veux dire, concrètement, j'ai fait 2 thèses en même temps. C'est-à-dire que pendant ma thèse, j'écris beaucoup de billets de blog féministes, j'ai beaucoup réfléchi sur le féminisme, et c'est passé aussi par des textes qui n'étaient pas directement féministes, notamment littéraires, etc. Et j'ai énormément lu sur le féminisme, et avec un sujet de thèse, consacré aux sciences naturelles, l'idée de nature, etc., qui m'amenait quand même au féminisme, pour lequel le féminisme a été très utile. Donc on a des objets intellectuels et littéraires comme ça qui vont ensemble. Alors j'ai commencé avec Coffin et Hermange,
que donc je ne connais pas de première main, mais qui ont amené ces idées de oh là là, mon Dieu, la cancel culture, la misandrie c'est insupportable. Donc la misandrie c'est pas l'équivalent de la misogynie c'est la haine des femmes, et la misandrie, littéralement, serait la haine des hommes. Il y a très peu de femmes qui haïssent les hommes. Parce qu'en fait, on n'a même pas le droit de haïr les hommes dans cette société. Et en fait, moi, les hommes, je les déteste. Il faut quand même être taré pour... Ah non, il faut pas dire taré, c'est psychophobe. Et puis en plus, je pense pas que c'est un problème de maladie mentale. Mais il faut quand même se mettre sacrément au centre des choses pour s'arrêter au titre d'Apollinaire Mange pour un livre qui était quand même assez... Ouais, c'est tranquille, quoi. C'est assez chill, hein. Moi, les hommes, je les déteste. Et puis, c'est rigolo, quoi. On le voit tout de suite que ça va être rigolo. Enfin... Et pour pas piger pourquoi Alice Coffin dit qu'elle privilégie des lectures de femmes. On va se rappeler que Coffin a fait justement, je crois, son mémoire sur Nietzsche, que je citais tout à l'heure, me semble-t-il. Son mémoire de master. On n'est quand même pas sur des nanas qui vivent sur des îles séparées de la société et sans culture, quoi. Hein. C'est pas ce genre de choses qui va se produire. Ce que je constate, c'est qu'avec la grande fatigue qui s'abat... Enfin, la grande fatigue... Les épreuves qui s'abattent sur moi depuis 2 ans, et je... Bon, je vais pas dire ce que je m'apprêtais à dire, mais parce que le confinement, avec un abruti pareil, et la façon dont je me suis auto-soumise par amour à cet abruti a vraiment été une épreuve. Et je m'en veux sans m'en vouloir. Parce que ça fait aussi partie de la construction du couple hétéropatriarcal, ça, hein, ou hétérosexiste, etc. Et ça, ce sont des choses à désamorcer petit à petit et à comprendre. Mais c'est très difficile. C'est très difficile de piger un peu ce genre de choses qui peut se produire petit à petit. Et c'est d'autant plus difficile dans un contexte de maladie. Mais après, mon père est quelqu'un qui a énormément évolué en profondeur sur le féminisme. Et qui ne se la racontait pas sur ces questions-là parce qu'il voulait vraiment comprendre ce sur quoi je bossais et ce par quoi j'étais passée. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me laisse un espoir et m'évite une misandrie qui pourrait balayer par flemme. Hein. Voilà. Alors d'où elle vient, cette flemme? D'où peut venir cette exaspération? Et je trouve que la flemme, c'est le versant positif de l'exaspération, de la répétition, des mêmes remarques, de la pédagogie qu'il faut répéter, comme si les femmes n'avaient pas toujours été dévolue au rôle d'éducatrice ou d'institutrice. Comme si je n'étais pas moi-même prof, déjà sous-payée. Comme si prof, c'était pas un métier qui n'a rien de naturel. Comme si cette pédagogie ne devait pas aller avec une douceur elle-même inculquée aussi aux femmes, notamment par la neutralisation de leur colère et de leur violence. Crie pas comme ça, on dirait une sorcière. Comme si une femme qui commence à être sèche ou à se mettre en colère n'était pas disqualifiée. Mais de toute façon, quand on parle de façon douce, on n'est pas écouté. Alors moi, je ne sais pas à quel moment on gagne, mais apparemment, c'est jamais. Il y a un truc qui fait pas mal gagner, parce que je sais que ça, c'est des conseils qui peuvent faire du bien, c'est de troller. Exemple, quand j'étais chez le dentiste, elle dit, oh là, je sais pas si je déteste plus le dentiste ou le gynéco, hein, mais alors l'enfer, ce serait les deux en même temps. Bon, voilà, on fait une blague, tout ça. Et lui-même a commencé à me dire, oui, mais nanana, c'était pas la même conversation. C'est un drôle de rendez-vous chez le dentiste. Mais quand même, oh ben non, mais les hommes savent moins bien s'occuper des enfants. Voilà, c'est un truc sexiste, pas réfléchi comme ça. Maintenant, je commence à dire d'après mes préjugés, plutôt que j'ai un avis, quoi. Au moins, on sait d'où on part. Il était sympathique, ce dentiste, hein, j'avais vraiment trouvé chouette, quoi. Hein, et j'ai regardé, vous seriez pas un peu misandre? Hein? Moi, je crois que les hommes, ils peuvent évoluer. Et ça plus, enfin, donc je vais expliquer ce que voulait dire misandre. Mais il savait plus se mettre. Ah bah c'est vrai, j'avais pas réfléchi, c'est vrai, c'est du sexisme à l'envers et tout. Hyper drôle. Hyper drôle, et puis ça a marché. Mais il y a des jours où on n'y arrive pas, parce que ça veut dire qu'il faut avoir une certaine créativité, de la forme, que ça tape pas sur un truc qui fait mal, etc., etc. Et là, donc, je dois bien avouer que travailler sur les Saint-Simoniennes en ce moment, parce que j'ai beaucoup lu les Saint-Simoniennes, puisque, bon, voilà, j'ai des projets Saint-Simoniens, si je puis dire, pour les prochaines semaines. Bon, moi, ça me permet de tenir, c'est chouette. Il y a des choses dans le féminisme actuel, ou les féminismes actuels, qui me fatiguent aussi profondément. C'est compliqué, parce que, bah, évidemment, que les féministes, elles s'engueulent, et qu'elles s'engueulent avec tout le monde, parce que vous croyez que c'est facile de faire la révolution? Bah non. Mais mes plus grands espoirs restent au niveau de l'écologie radicale et du féminisme, très clairement, très très clairement.
Enfin, de toute façon, c'est là où sont les problèmes. Hein. Donc on va chercher les solutions. Et de l'antiracisme, bien sûr. Donc c'est... Voilà, mais aller voir les féministes du passé m'a donné beaucoup d'espoir parce qu'on les voit avec une certaine distance, on voit d'autres choses. Donc ça permet de prendre une distance sur ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est ça qui a démarré ce projet de recherche. Et puis après, mon cerveau, il est quand même formaté chercheuse maintenant. Et donc il a fini par trouver des sujets qui ont été développés quand même dans un boulot assez tenace parce que je suis une grosse bosseuse. Quelle surprise. Voilà. Et donc ces choses-là comme ça se mettent en place. Mais il reste quand même cette espèce de fatigue, évidemment de la répétition, évidemment qu'il y a ce qu'on peut appeler des réactivations traumatiques ou des choses de cet ordre-là, parce que ouais, c'est compliqué d'expliquer qu'on va pas faire de blagues sur le viol parce que c'est genre super insultant et que ça réactive des trucs genre pas fun. Donc on va éviter de faire ce genre de choses. Et parce que c'est des conversations qu'on a souvent avec plein de gens. Et évidemment qu'avec 15 ans de lecture féministe derrière moi de plus en plus intense, ou nombreuses, c'est compliqué de parler féminisme avec quelqu'un qui va être juste sympathisant et de bonne volonté. Parce qu'il y a des choses qui sont compliquées et qui vont aussi avec... je connais pas beaucoup d'hommes qui ne se vexent pas quand on parle de féminisme parce qu'ils se sentent attaqués. Je dirais pas attaquer, je dirais peut-être qu'il faut aussi qu'il y ait des remises en question sur pas mal de choses, et puis en même temps, est-ce que c'est grave? Je sais pas. Je pense qu'on vit dans un monde qui est très grave en fait, et qui est absolument catastrophique, et globalement je suis profondément pessimiste sur le monde dans lequel on vit, et on va dire que je suis globalement optimiste sur la façon dont il faut aborder les choses, ou on va essayer d'être un peu comique. Mais non, je me remets pas du suicide de ma copine qui a été victime d'inceste en fait. Vous voyez, donc y a des choses comme ça. J'arrive pas à l'entendre en fait, que ça peut être très douloureux d'entendre que effectivement on est en train les saint-simoniennes ont beaucoup de figures de renversement. C'est la remise à l'endroit, des choses comme ça, c'est des trucs qu'on trouve aussi chez les féministes radicales. Donc là, je parle vraiment de courants très précis du féminisme. Avec des choses assez intéressantes qu'on trouve aussi dans d'autres mouvements, qui sont très compliqués. Voilà. Mais parce que le féminisme permet d'opérer un renversement épistémologique, et il l'a fait. Et une des choses que j'étudie, c'est comment ça a été mis en place dès le 19e siècle avec, non pas l'élaboration d'une science féministe au 19e, pour ça il faut attendre les années 1970. Et ça, c'est passionnant de se dire, voilà, en fait, on a une épistémologie féministe, et ce qui a notamment permis de considérer la science comme patriarcale. Et je vous renvoie à ma vidéo sur Wicklem d'Emily H, où j'en parle, en expliquant pourquoi. Et ça permet d'expliquer pourquoi il y a des féministes anti-vax, par exemple. Et c'est très compliqué dans le détail, mais parfois c'est partie des trucs qui me passionnent en tout cas. Et, ou anti-scientifique, ou parce que la science elle n'est pas juste complètement patriarcale. Mais en même temps la science elle a été faite par des hommes qui en même temps excluaient les femmes des universités. Et disqualifiaient les savoirs de femmes, sorcellerie, etc. Enfin, donc c'est très très compliqué, et en fait, je pense vraiment qu'on ne vit pas dans le même monde, alors même pas parce que les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. En fait, plus ça va, plus j'ai l'impression qu'il y a un monde d'hommes, un monde de femmes et un monde de féministes. Et peut-être même qu'il y a un monde d'hommes féministes et un monde de femmes féministes. Alors je suis un peu essentialiste avec cette formulation. Mais le féminisme, en tout cas, va vraiment conduire à adopter des points de vue assez différents sur pas mal de choses, et ça peut être difficile à expliquer, et ça devient difficile de communiquer sur pas mal de points à ce niveau-là. Bon, ça c'est de l'éducation politique en fait. Parce qu'à un moment où c'est quand même un mouvement qui est aussi, pas seulement, mais est aussi un mouvement intellectuel et théorique. Enfin, avec énormément de branches différentes et des développements différents. Et cela depuis 2 siècles. 2 siècles et demi. Les saint-simoniennes, ça fera, c'est 1832, ça va faire 200 ans. Bientôt.
C'est incroyable, en fait. Et là, je parle d'un féminisme occidental. Non, y a vraiment un truc... Voilà, comment on en vient... Voilà, ça, c'est la question que je me pose en recherche. Vraiment le bazar, cette vidéo. Mais c'est comment on peut en venir à rejeter des évidences ou à expliquer, et plein de façons de le dire et de le penser, à expliquer ce que l'on vit comme un sentiment d'injustice. Les citoyennes parlent beaucoup de douleur, comme Vallès parlait de la Fédération des douleurs, c'est un truc qui m'intéresse énormément parce qu'on reproche, je cite, une attitude victimaire en ce moment, concurrence des douleurs, concurrence des statuts de victime, etc. Mais il faut déjà reconnaître le statut de victime, en fait. Et comment on en vient de... Je souffre dans mon coin, où je vois d'autres femmes, pour garder cet exemple, souffrir, à... On va s'allier et on explique en quoi ces douleurs sont injustifiées et ce qu'on va faire pour y remédier. Et comment on va renverser le monde, c'est le sens des révolutions, pour faire autre chose. Mais il faut une audace intellectuelle incroyable pour réussir à penser un truc pareil. C'est extrêmement fort de penser ça. Et là, c'est la question qui me taraude dans le féminisme, de comment... j'ai commencé à être féministe avant de savoir que ça s'appelait féministe, et voilà, pas mal de choses que j'ai réussi à mettre en place avant de trouver confirmation, par des blogs actuels, puis l'histoire du féminisme, etc., etc., enfin. Et ça m'a fait du bien de trouver ces validations que je ne trouvais pas par ailleurs. Mais il a fallu le penser. Et c'est pas un hasard si les féministes se placent toujours dans des lignées, parce qu'elles ont été chercher ces archives. Alors voilà, donc Alice Coffin et Pauline Herman, j'explique, et ont été absolument vilipendées, qu'elles préfèrent se concentrer sur des lectures de femmes. Parce qu'en fait, ces questions de discussion difficiles, de oh là là, on va vexer des hommes, il y a des sujets dont j'ai plus envie de parler dans certaines circonstances, en fait. Donc je fais une blague ou je réponds pas. Flemme. Ça dépend avec qui je suis. Là, j'étais avec des amis, un couple homme-femme, femme-homme, où ni l'une ni l'autre, on était très avancés en féminisme, mais sympathisants, sans problème. Et donc il y a des choses que j'ai expliquées, des points jusqu'où j'ai pas été jusqu'au bout de ce que j'aurais pu expliquer, parce que on discutait, on faisait pas court. Voilà. C'est autre chose qui se passe dans une conversation. Et on va lâcher sur ça, on peut expliquer ça. Il y a eu un moment où j'ai été un peu impatiente, parce que en plus j'étais un peu fatiguée, et puis c'est dur, voilà. Et là, il y a un point que j'ai expliqué, c'est l'empathie, qui est vraiment un concept que je trouve extrêmement intéressant. Donc c'est aussi un mot valise, à partir d'empathie, je sais même pas comment ça se prononce, moi je suis germaniste, mais c'est qu'il faut en finir avec l'empathie, c'est-à-dire le fait d'avoir une empathie d'emblée et automatiquement pour les hommes. Et en fait, sociologiquement, c'est démontré qu'on va avoir plus d'empathie, plus de tendance à s'identifier, qu'on soit un homme ou une femme, à des hommes. Et les femmes, entre elles, vont avoir tendance à se comparer parce qu'on ne leur apprend pas à se comparer aux hommes. C'est ce qui explique aussi ce qu'on appelle la concurrence entre les femmes, ça va avec la misogynie intériorisée, des choses de cet ordre-là. Et c'est assez dur à expliquer, et c'est un des ressorts qu'il y a derrière le « oh là là, mais et les hommes battus, vous les avez oubliés, mais où sont les hommes, et vous parlez de parité, mais alors il n'y a pas d'hommes, etc. » Là, j'ai appris que sur l'avancement par échelon, donc c'est dans le premier degré, je ne dirais certainement pas dans quelle académie, mais de toute façon ça n'a pas d'importance parce que c'est partout pareil, alors qu'on est à peu près à 30% d'hommes, 70% de femmes instit, les avancements étaient à 50-50 de classe, le passage d'échelon. Et c'est vachement... Et d'ailleurs, la copine que j'adore, chez qui j'étais, m'a raconté qu'elle dit alors c'est dégoûtant, ça devrait être proportionnel, etc. Pourquoi on met ça? Elle a dit oui, mais parce qu'avant, en fait, on mettait 70% d'hommes en échelon et seulement 30% de femmes. À l'inverse des proportions des gens qui bossent. Mais vous voyez, voilà, c'est ça l'empathie. Et où à 50-50, on atténue juste une injustice. On en est là, en fait.
Et après, on va dire, oh là là, mais les quotas, c'est la discrimination positive. Mais on va peut-être arrêter avec la discrimination positive des hommes, en fait. Parce que là, ce que ça veut dire, c'est qu'on promeut de l'incompétence. Hein, et qu'on fait passer des hommes devant des femmes. Parce qu'ils sont des hommes. Et qu'on fait reculer les femmes. Alors, je ne vais pas vous dire tel homme est plus compétent ou moins compétent que telle femme. J'en sais rien, mais statistiquement, les quotas qu'on a veulent dire qu'on ne tient pas compte des compétences des femmes. Et que les femmes souffrent d'une présomption d'incompétence. Mais c'est tellement pénible et c'est tellement usant de partir avec ce boulet de notre propre inhumanité. Alors, il y a des féministes, elles sont assez nombreuses, qui disent, ben maintenant je veux lire des livres de femmes. Pénélope Bache l'avait fait, je crois que Digli l'avait fait aussi, de dire, ben là je vais lire des femmes pendant un an, ou pour le moment je vais lire des femmes. Et je dois reconnaître qu'en tant que femme, on va dire au moins consciente des préjugés, des obstacles, on va dire du sexisme, hein, un peu globalement de la société, lire des livres de femmes peut avoir quelque chose de reposant. Alors, en ce moment, je suis en train de lire une biographie écrite par un homme d'un homme, hein, le bouquin là sur David Foster Wallace, et c'est chouette, j'aime bien de le lire, hein, c'est pas... Et avant, je lisais Virginia Woolf, Promenade au phare, je trouvais ça super, et puis, je sais pas, j'ai lâché parce que vous avez vu ma tête. Hein, voilà, je sais que vous m'écoutez, que vous me regardez pas. Je vais faire de l'audio description, j'ai des cernes à peu près au menton, quoi. Un cerne. Mais rendez-vous les yeux, vous êtes cernés, quoi. Donc c'est pas... il y a aussi un moment où... pas tomber sur la sexualité... Alors, on en trouve dans les livres de femmes, bien sûr. C'est pas toutes les femmes, c'est pas tous les hommes, mais il y a un truc confortable là-dedans. Il y a un truc super confortable dans le fait, à un moment... Voilà, alors, ça peut venir sur des périodes, et c'est un truc aussi qui va rattraper une injustice que, notamment, quelqu'un que j'admire beaucoup, hein, comme Françoise Cahen, j'espère que je le prononce bien, avait mise au jour récemment avec sa pétition qui montrait bien qu'il n'y avait pas d'autrice au bac de français, enfin en programme de terminale L, et on le sait pour les concours, etc. Et on sait que cette discrimination elle arrive aussi à l'oral, on l'a vu, avec le Covid, il n'y a pas d'oral, c'est marrant, il y a plus de femmes recrutées à Normal Sup en, je crois que c'est lettres histoire philo. Bon, ça veut dire qu'il y avait moins de femmes recrutées parce qu'elles étaient des femmes, puisque quand on n'a plus d'oral, alors peut-être qu'elles sont moins bonnes à l'oral. Il y a un autre truc qu'il faut se dire là-dedans. Là, je fais ma pièce sur Linda Nochlin qu'il faut que je relise. Et en plus, elle a été traduite en français et il faut que je l'achète en français. C'est que peut-être que les critères de sélection sont aussi des critères qui sont calqués pour les hommes. Là, elle dit ça pour... pourquoi les femmes n'ont-elles pas fait pourquoi n'y a-t-il pas de génie dans les artistes femmes? Je ne sais plus le titre exact. Parce qu'aussi, donc, plein de raisons matérielles. On le voit aussi avec Virginia Woolf et Une chambre à soi. Mais il y a aussi un autre point qui est... Mais c'est quoi ces critères, en fait? Pourquoi ces critères seraient-ils des absolus? Qui les a décidés? On peut en faire autre chose? Et c'est ça ce qui se passe aussi, par moment, quand on va lire... Bon, après, au niveau de l'écriture, c'est encore d'autres questions que je peux me poser, mais au moment où... en ce moment où je choisis des livres... Alors, je sais pas, moi, j'ai toujours des livres un peu doudous, là. Ça fait longtemps que je les ai pas attrapés, mais je sais que les John Irving, c'est des livres que j'aime beaucoup relire. C'est un mec, hein, John Irving, hein, je vois pas beaucoup de virilisme dans ses bouquins. Voilà. Et il a un type de narration qui attrape bien par la main. Mais il y a aussi un moment où il y a ce féminisme qui tombe, qui est même pas actif en fait, mais qui est... Je suis fatiguée. J'ai pas envie de faire l'effort de m'identifier à un personnage d'homme. J'ai pas envie de faire l'effort de pardonner. Et moi je pardonne plus en ce moment. Donc là, ces dernières semaines, juste avant la mort de mon père, j'ai dégagé des amis hommes, notamment des ex, parce que je peux plus pardonner. On dira qu'en dégageant mon ancienne moitié, je suis vraiment devenue une femme entière. Aucun regret. Vraiment aucun regret, juste un sentiment de libération. Mais il y a ces choses comme ça qui... Je peux plus, en fait. C'était trop, that's enough. Enfin, j'y arrive plus. Et évidemment que mon état physique, mental, etc. explique cette lassitude. Mais je crois qu'il y a quand même, au moins chez les plus ou moins militantes, parce que moi je me revendique pas comme militante, mais pas mal de gens me considèrent militante, puisque oui, je produis du contenu féministe et des choses de cet ordre-là, j'en relais de différentes façons.
Mais il y a cette fatigue, en fait. Et en même temps, théoriquement, ce féminisme, il se justifie, en fait, théoriquement, par le fait que les femmes travaillent, ne serait-ce que quand on tient compte du travail domestique, bien plus que les hommes pour être moins reconnus. Et il y a des délires autour des grèves du sexe, etc. Oui, bon, enfin, au départ, on s'en moque de la grève du sexe et Lysistrata et Aristophane. C'est très drôle, Lysistrata. Mais c'est complètement sexiste. On va pas non plus se le raconter. Après, on peut le réinterpréter. Et ça, c'est intéressant. Et on en fait d'autres choses. Mais en fait, là, je trouve intéressant, je crois que c'est Judith Duportier, quelque chose comme ça, qui a fait une grève du zèle et de la séduction, dans la séduction. C'est des trucs ouvriers, hein, c'est le sabotage, c'est tout ça. Hein, Bon, ben voilà, niveau drague, ça marche pas beaucoup, mais de plus jouer le jeu attendu de la séduction. Oh, je vais vous le dire, est-ce que c'est le jeu attendu dans la séduction, c'est avoir l'air un peu idiote, sinon ça marche pas beaucoup, être un peu mignonne, écouter, faire des grands sourires, et oh là là, c'est tellement impressionnant. C'est bon, hein, vous pouvez passer une nuit qui sera pas forcément bonne, hein, parce que vous serez pas en fait considéré vraiment comme un être humain, mais comme un chouette miroir. Et c'est vachement plus compliqué de draguer en étant plus affirmé en fait. Oh là là, mais tu es castratrice. Bah, peut-être que je suis une personne en fait. Et là, bah, si ça vous intéresse, hein, l'amour, etc., je vous ai déjà parlé d'Yves Strömquist en vidéo, qui vulgarise Eva Illouz. J'ai le bouquin, je l'ai pas lu, Pourquoi l'amour fait mal. Je suis un peu déprimée à l'idée de le lire parce que bah, je sais un peu déjà ce qui contient. Il y a le podcast Le cœur sur la table. Bah ouais, en fait, c'est ce qu'on extorque aux femmes, c'est ce qu'on appelle l'exploitation, c'est-à-dire du travail gratuit. Et cela, on le fait au nom de l'amour. Que les femmes sont censées donner de façon inconditionnelle. Et c'est parce que cet amour inconditionnel, mon ex ne le recevait plus, qu'il m'a expliqué qu'il n'arrivait pas à m'aimer quand mon père avait des métastases. Après m'avoir vu pleurer. 2 fois. Bon. Et après m'avoir dit que lui il se prenait pour Ulysse. Et que j'étais sa Pénélope. Vous voyez, c'est ça l'amour inconditionnel. Et bah, cet amour inconditionnel, on l'extorque en fait. On l'extorque en formatant les femmes à avoir des enfants. Et je ne dis pas que les femmes ne doivent pas avoir d'enfants, mais c'est important de comprendre que quand on parle d'instinct maternel, c'est une façon de forcer les femmes à se soumettre à tout ce qu'implique l'éducation et l'élevage des enfants et être les seules, ou les principales, à s'y soumettre. Et cet amour, bah, c'est « Oh, pardonne-lui, mais il va changer, mais il va évoluer, mais... » Comme dans la chanson de Benabar, là, Dis-le oui, oui. Elle est odieuse, cette chanson. Alors bien sûr, c'est parce que le pote est chiant qu'il demande à Alex de reprendre le boulet, quoi. Eh ben, peut-être que le pote, il peut aussi un peu éduquer son propre pote. Et quand vous avez un mec un peu correct, hein, niveau féministe, en général, dans les générations actuelles, tout ça, bah, y a des nanas fatiguées derrière, quoi. Vraiment fatiguées. Et en fait, elles ont souvent été maltraitées. On va peut-être le dire aussi franchement. Donc, il y a ça. Et ça se retrouve en littérature. Et c'est pour ça qu'en ce moment, je vais pas mal vers Virginia Woolf. En ce moment, je lis 3 Guinées par petits bouts. J'ai fait oublier que c'était si long. Je l'ai jamais fini. Et c'est splendide, 3 Guinées. Les 3 Guinées. Mais, ou 3 Guinées seulement. Je crois qu'il n'y a pas d'article. C'est vraiment, vraiment, vraiment splendide. Mais c'est dur. C'est dur de se prendre ça dans la gueule, en fait, vraiment. Vraiment, c'est pas facile. Et bon, on y va parce qu'on est vaillante, mais voilà, il y a... Il y a ce truc en moi qui reste fleur bleue et qui aurait envie, et qui peut pas y croire parce que l'amour que je donnais m'a... En bonne chrétienne, on va dire, m'a toujours foutu des noms dans la gueule, figuré ou métaphorique, enfin figuré ou au sens sale. Et ça,
voilà, ce martèlement d'amour pour les femmes, et que les femmes devraient aimer même la littérature des hommes, et tout le temps. Ben, en fait, j'ai la flemme d'aimer en ce moment. Et je sais pas, jusqu'où ça va. En vrai, je lis des bouquins d'hommes, hein, mais je pense qu'il faut entendre la fatigue des féministes et des femmes en général. Et que c'est normal qu'il y ait des femmes qui haïssent les hommes et qui les craignent et qui s'en détachent. Et ça, ouais, j'ai eu plusieurs amis, hommes ou femmes, à plusieurs âges de ma vie, qui ont été en rupture familiale. Et c'est une chose qui n'était pas très comprise dans ma famille, parce que je suis je suis dans une famille très famille. On arrive à faire famille. C'est une expression que j'aime bien. Et la famille, c'est quand même aussi le fondement du patriarcat, hein, c'est compliqué. Parce que moi, je suis une vraie fille à papa. Hein. Et elles sont intéressantes, les contradictions, mais elles font mal. Et je sais que c'était pas trop entendu autour de moi qu'il y ait des gens qui puissent être en rupture familiale. Ben ouais, je sais avoir dit, mais oui, mais rends-toi compte. S'il ne veut plus voir, ou si elle ne veut plus voir son père, sa mère, ses parents, un truc comme ça, demande-toi ce qui a été fait. Et c'est un peu la même chose. Et il y a quelques féministes ou femmes, parfois féministes, parfois pas, qui sont franchement misandres. Il y a quelques hommes, c'est plus rare. C'est compliqué aussi d'être un homme misandre. C'est une autre question, c'est pas la mienne. Mais voilà, ouais, je suis pas misandre. Mais il y a des conversations où j'ai plus la patience, en fait. Il y a des moments où j'ai pas envie, quoi. J'ai vraiment, vraiment pas envie. Dans mon cas, ça va aussi avec des moments où je sens que c'est pas la peine d'avoir des conversations avec des copines qui sont pas féministes, et il va falloir l'expliquer aussi, quoi. Parce que c'est pas une question d'organes génitaux, ou même de socialisation genrée, ou d'identité de genre. C'est pas ça qui va fonder ça, c'est la connaissance des épreuves et un bagage théorique. Ou un bagage théorique qui va expliquer ça. Il y a des moments où, alors on parle de safe space, c'est compliqué les safe space dans le militantisme, donc des espaces safe. Il n'y a pas grand chose de safe parce qu'on se prend toujours des coups dans la gueule. Mais il y a quand même des moments où on a besoin de cocon. Et j'ai eu un cocon là, ces 2-3 jours, qui m'a fait du bien, et puis je suis contente de retourner dans mon cocon ici aussi. Mais il y a des moments où on a des cocons et on a le féminisme et pas forcément le seum. Et ça attaque la littérature aussi. Et ça fait des textes à la Solanas. Ça fait aussi des textes qu'on peut trouver, alors je sais pas du tout si elle le dirait comme ça, mais chez une artiste que j'adore, qui est mon artiste vivante, je crois, préférée, ou pas loin, la graveuse Tanks, qui est aussi blogueuse, et j'adore son blog. Et j'adore aussi comment elle peut revenir sur pas mal de choses. Qui écrit beaucoup sur le statut d'artiste, la grande artiste, et des choses dont elle se méfie énormément. Donc elle est assez punk. Et je pense que c'est une grande autrice. En tout cas, c'est une très grande blogueuse. Une très très bonne graveuse. Sur mes vidéos autres décors, il y a toujours le cyclope de Tanks derrière moi. C'est pas un hasard. Voilà, donc il y a ça. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on a le féminisme ? Il y a des moments où on fait la sieste. On se repose, évidemment. On peut troller quand on en a la forme. On arrête d'éduquer parce que de toute façon, on ne doit de pédagogie à personne, et on le fait quand on est en forme pour et qu'on a envie de le faire. Et on n'est pas obligé de le faire. Personne. Et franchement, des fois, il faut un peu aller chercher Google. Et si on fait demander une référence plutôt qu'une explication, ça serait chouette. Plutôt que de poser juste une question, demander, t'aurais pas un article ou un texte qui parle d'eux ? C'est chouette. Franchement, c'est vraiment chouette. Et il y a aussi ce truc de... on a le droit de pas le faire, on a le droit d'être en colère, on a le droit de renvoyer bouler les gens. Ça passe, ça vient. Ouais, je sais que mon cocon, je me le suis fait en allant retrouver les corpus féministes, c'est-à-dire les archives féministes.
Et que mon espoir, je le place un peu dans on va dire les jeunes générations, parce que moi je suis plus une jeune femme maintenant. Plus tellement. Mais et honnêtement, j'ai pas mal d'espoir. Même si le bagage théorique, il est pas encore là. Voilà. Mais c'est pas grave. Je pense qu'il y a vraiment de la ressource et ça m'aide à voir la suite. Dans l'observation, plein de choses se passent. Il y a plein de choses positives. Et puis, on bosse peut-être pas pour maintenant, parce que c'est très long. C'est très très long, même pour nous. On va bosser dans un temps long. Et on peut faire ce qu'on fait, les Saint-Simoniennes. Ce qu'a fait Marguerite Durand. Ce qu'a fait Marguerite... pas Marguerite. Olympe Audouard. Marguerite Audoux d'ailleurs, si c'est elle que je veux dire, ça marche aussi. Ce qu'a fait Marie-Louise Gagnère. Fanny Raoult. Toutes ces féministes. Madeleine Pelletier. On travaille pour le présent, ce qu'on peut du présent. Parce qu'en fait, je sais très bien qu'il y a parmi vous des gens, et notamment des femmes, qui écoutent et qui vont jamais laisser un commentaire, mais qui peuvent sentir une intimité. C'est aussi pour ça que je parle comme ça, sans phare, donc sans maquillage littéralement, et aussi en impro, etc., sans cut. Parce que ça crée une intimité et il se passe des choses. Et là, on transmet aussi des choses dans ces moments où on n'en peut plus. Et on bosse pour les archives. On bosse pour demain. C'est-à-dire que je vois vraiment, et pas que d'un point de vue féministe et politique, hein, et je me dis, après à un moment, il n'y aura peut-être plus internet et électricité, donc bon, voilà. Faut quand même sauvegarder un peu de plein de façons différentes, mais il y aura des façons de retrouver. On arrivera à faire des choses. Par contre, il faut se bouger. Pour bosser, pour le monde de demain, il faut bosser aujourd'hui. Et à peu près tout, mais on peut trouver ce qui nous convient à nous, quoi. Mais moi, je bosse pour qu'il y ait des archives pour demain. Vraiment. Et c'est ça que la recherche et que le féminisme m'ont vraiment appris. À bâtir des archives avec cette honnêteté que j'ai voulu assez radicale, et cette authenticité que j'ai voulu radicale. Et puis en fait, c'est parce que je n'ai jamais su faire autrement qu'être profondément honnête. Et je crois que je le suis de plus en plus, au fur et à mesure des années, et être devenue une personne entière se peut heurter. Je vous dis à bientôt.